Imaginez un instant, nous sommes en 1843, au cœur de l'Angleterre victorienne. Pas d'ordinateur, pas de clavier, pas même l'ombre d'un écran. Pourtant, dans un monde où la vapeur règne en maître et où les révolutions industrielles transforment les usines et les chemins de fer, une femme trace les lignes du tout premier programme informatique de l'histoire. Elle n'a pas besoin de machine pour écrire ce code. Tout se déroule sur le papier, dans des notes manuscrites qui, plus d'un siècle plus tard, seront reconnues comme l'acte fondateur de la programmation. Cette femme, c'est Ada Lovelace. Difficile d'imaginer à quel point son geste était en avance sur son temps. Le monde qu'elle habitait connaissait à peine les machines à calculer mécaniques, et la plupart des scientifiques se contentèrent de rêver de dispositifs capables de remplacer les mathématiciens humains dans des tâches fastidieuses. Mais Ada, elle, voyait bien plus loin. Elle ne se contentait pas d'imaginer une machine qui calcule. Elle entrevoyait un futur où les machines pourraient manipuler des symboles, générer de la musique, voire donner naissance à des créations intellectuelles. C'est dans ses célèbres « notes » rédigé en marge de sa traduction d'un article du mathématicien Luigi Menabrea, qu'Ada a laissé cette phrase visionnaire « La machine analytique pourrait agir sur d'autres choses que les nombres. Elle pourrait composer des pièces de musique, de quelque complexité que ce soit. » En une seule intuition, elle bouleversait le cadre de pensée de son époque. Alors que ses contemporains voyaient dans la machine de Babbage une simple calculatrice géante, Ada entrevoyait déjà ce que nous appelons aujourd'hui l'informatique universelle, une capacité à traiter l'information sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de chiffres, de lettres, de sons ou même d'idées abstraites. Autrement dit, elle imaginait déjà les ordinateurs modernes capables de coder une symphonie, d'écrire un texte ou de générer une image. La question se pose alors, comment cette aristocrate, fille du poète excentrique Lord Byron et issue d'un monde où les femmes étaient tenues éloignées des sciences, a-t-elle pu anticiper les fondements de ce qui allait devenir l'informatique moderne? Comment a-t-elle posé les bases de la programmation plus d'un siècle avant que des machines capables d'exécuter ces idées ne soient inventées? L'histoire d'Ada Lovelace ne se limite pas à un simple pied de page dans les annales des mathématiques. C'est le récit d'une intelligence hors norme, d'une curiosité insatiable et d'une rencontre décisive avec un autre esprit visionnaire, Charles Babbage, l'inventeur de la machine analytique, ancêtre théorique de l'ordinateur. De leur collaboration est née une idée qui allait révolutionner le monde. Écrire non pas des calculs, mais des instructions logiques capables de guider une machine dans l'exécution d'une tâche. Autrement dit, programmer. Cet article vous propose de plonger dans cette aventure fascinante. Nous commencerons par découvrir qui était Ada Lovelace, cette femme à la fois issue de l'aristocratie victorienne et passionnée de mathématiques, qui a su s'affranchir des conventions pour suivre son propre chemin. Nous verrons ensuite comment, à travers sa traduction et ses fameuses notes, elle a donné naissance au tout premier algorithme de l'histoire, destiné à calculer les nombres de Bernoulli. Enfin, nous explorerons l'héritage durable qu'elle a laissé derrière elle. La reconnaissance tardive d'un génie oublié, l'inspiration qu'elle incarne aujourd'hui pour les femmes en sciences, et la pertinence incroyable de sa vision à l'heure de l'intelligence artificielle et de la création numérique. Plus qu'un récit historique, c'est une plongée dans le moment exact où l'humanité a franchi une frontière invisible, celle qui séparait les calculs mécaniques du monde des idées programmées. Une frontière franchie par une femme dont la clairvoyance continue, près de 2 siècles plus tard, à éclairer l'avenir de nos technologies. Partie 1. Ada Lovelace, la visionnaire. De l'aristocratie aux mathématiques. Augusta Ada Byron, future Ada Lovelace, née en 1815 au cœur de l'aristocratie britannique. Elle est la fille d'un des poètes les plus célèbres et sulfureux de son temps, Lord Byron, dont la réputation d'homme aussi talentueux que scandaleux marquait déjà les salons londoniens. Mais Ada n'aura jamais vraiment connu son père. Quelques mois seulement après sa naissance, ses parents se séparent, et Lord Byron quitte l'Angleterre pour ne jamais revenir. Ce vide paternel marquera sa vie, mais il sera aussi paradoxalement une chance, car il déterminera en grande partie l'éducation qu'elle recevra. Sa mère, Annabella Milbank, une femme de caractère et elle-même passionnée par les mathématiques, Lord Byron la surnommait ironiquement la princesse des parallélogrammes, décide de donner à Ada une éducation très différente de celle qu'on réservait d'ordinaire aux jeunes filles de la haute société victorienne.
Alors que ses contemporaines apprenaient essentiellement les arts de la conversation, la musique, la broderie ou la danse, Ada, elle, fut initiée dès son plus jeune âge aux sciences, à l'algèbre et à la logique. C'est un choix audacieux, presque subversif pour l'époque. Dans un monde dominé par les hommes, où l'accès à l'éducation scientifique était quasi réservé à l'élite masculine, Annabella entendait détourner sa fille de toute tentation poétique qui aurait pu la rapprocher de l'instabilité de son père. Mais le résultat fut tout autre. Ada développa une curiosité insatiable, un esprit rigoureux et une passion brûlante pour les mathématiques. Très tôt, on la décrit comme une enfant différente, dotée d'une imagination débordante qu'elle mêle sans cesse à son raisonnement scientifique. À 12 ans, fascinée par le vol, elle conçoit même un projet de machine volante. Ses carnets montrent des croquis étonnants où l'on devine des ailes articulées, des systèmes mécaniques et une réflexion déjà très avancée pour son âge. Elle baptise cette étude Flyology, preuve que, dès l'enfance, elle se situe à la frontière entre la science et le rêve. Dans les cercles aristocratiques, une telle originalité détonne. Mais Ada ne se laisse pas enfermer par les attentes sociales. Elle veut comprendre, explorer, repousser les limites. Si la plupart des jeunes filles de son rang se destinaient à un mariage avantageux et à la gestion d'un domaine, elle choisit de s'immerger dans les équations, les diagrammes et les démonstrations mathématiques. Ce mélange d'héritage aristocratique et de discipline scientifique allait façonner toute sa vie. Ada portait en elle le contraste de ses origines. D'un côté, l'héritage poétique et flamboyant de son père, de l'autre, la rigueur logique et cartésienne imposée par sa mère. Et c'est précisément cette union paradoxale entre imagination et rationalité qui allait la rendre unique et lui permettre plus tard de comprendre ce que même les savants les plus brillants de son époque n'avaient pas su anticiper, que les machines pouvaient dépasser le simple calcul. La rencontre avec Charles Babbage. C'est en 1833, lors d'un dîner mondain à Londres, qu'Ada Lovelace rencontre pour la première fois Charles Babbage, un mathématicien et inventeur déjà reconnu pour son esprit brillant, mais aussi pour son caractère excentrique. L'événement semble anodin, un salon aristocratique parmi tant d'autres, où les intellectuels et les mondains se croisent autour d'un repas et d'une conversation. Mais pour Ada, cette soirée allait marquer le début d'une aventure intellectuelle qui changerait à jamais l'histoire des sciences. Ce soir-là, Babbage présente une démonstration de sa « machine à différence », une énorme construction mécanique destinée à effectuer automatiquement des calculs complexes. La machine, faite d'engrenages, de roues dentées et de leviers, fascinait autant qu'elle effrayait. Pour la plupart des invités, il ne s'agissait que d'une curiosité technique, une mécanique de plus dans un siècle déjà saturé de découvertes industrielles. Mais pour Ada, la scène fut une révélation. Là où d'autres voyaient une mécanique bruyante et obscure, elle entrevit le potentiel infini d'un nouvel univers. Charles Babbage, quant à lui, était impressionné par la vivacité intellectuelle d'Ada. Contrairement à la majorité des convives, elle posait des questions précises, comprenait les enjeux mathématiques de la machine et, surtout, saisissait d'instinct que cet instrument pouvait être bien plus qu'une calculatrice. Leur complicité fut immédiate. Babbage trouva en Ada une interlocutrice à la hauteur de ses ambitions, capable non seulement de comprendre ses inventions, mais aussi de les prolonger par sa propre imagination. En réalité, Babbage rêvait déjà d'une autre machine, bien plus ambitieuse que sa machine à différence, la machine analytique. Conçue sur le papier mais jamais construite faute de financement et de moyens techniques, elle représentait un saut conceptuel gigantesque. Là où la machine à différence se contentait d'automatiser des calculs numériques, la machine analytique était pensée comme un véritable ordinateur mécanique universel. Elle utilisait des cartes perforées, comme celles des métiers à tisser jacquard, possédait une mémoire pour stocker des informations, et une unité de calcul capable d'exécuter des instructions complexes. La société victorienne, pourtant fascinée par le progrès, ne mesura pas la portée de cette invention. Les politiciens et investisseurs se montraient sceptiques, trop coûteuse, trop compliquée, trop en avance sur son temps. Babbage, frustré, voyait ses projets s'effondrer les uns après les autres. Mais Ada, elle, comprenait. Elle percevait que la machine analytique n'était pas une fin en soi, mais le commencement de quelque chose de beaucoup plus grand,
Un outil capable de manipuler des symboles, de traiter des données et, en somme, de donner naissance à une nouvelle ère scientifique. Entre les deux naquit une relation intellectuelle intense. Babbage la surnomma même « la magicienne des nombres », un titre qui reflétait autant sa maîtrise des mathématiques que sa capacité à voir au-delà des équations. Ada n'était pas simplement une disciple émerveillée. Elle était une visionnaire qui, grâce à son imagination héritée de son père poète et à sa rigueur héritée de sa mère, sut projeter la machine analytique dans des horizons insoupçonnés. Cette rencontre fut un tournant. Sans Ada, les notes de Babbage seraient peut-être restées de simples plans techniques, trop en avance pour être comprises. Mais avec elle, ces machines prirent une dimension nouvelle, celle d'un univers où la logique humaine pouvait être traduite en instruction, où le raisonnement abstrait pouvait devenir action mécanique. C'était la naissance d'une idée révolutionnaire, la programmation. La naissance d'une idée révolutionnaire. En 1842, un événement allait donner à Ada Lovelace l'occasion d'exprimer tout son génie. Charles Babbage venait de présenter sa machine analytique lors d'une conférence en Italie. Un jeune mathématicien italien, Luigi Federico Menabrea, publia alors un article en français décrivant le fonctionnement de cette machine et les ambitions de Babbage. L'année suivante, Ada se voit confier la tâche de traduire cet article en anglais. Une mission qui, à première vue, pouvait sembler purement technique, transformer un texte scientifique en une version accessible au public britannique. Mais Ada allait transformer cette traduction en une véritable œuvre fondatrice. Car elle ne se contenta pas de traduire. Elle ajouta à ce texte une série de notes dont la longueur dépassait largement celle de l'article original. Ces notes, soigneusement rédigées, expliquaient la portée réelle de la machine analytique, ses applications possibles, et allaient bien au-delà de la simple description mécanique. C'est dans ces notes d'Ada que naquit l'idée révolutionnaire. Elle y proposa le tout premier algorithme destiné à être exécuté par une machine, un programme permettant de calculer les nombres de Bernoulli. Plus qu'un simple exemple mathématique, ce texte constituait la première démonstration concrète de ce que nous appelons aujourd'hui la programmation informatique. Mais ce n'est pas tout. Là où Menabrea et même Babbage restaient concentrés sur l'aspect arithmétique, Ada ouvrit de nouvelles perspectives. Elle expliqua que la machine analytique, puisqu'elle manipulait des symboles, pourrait être appliquée à bien d'autres domaines que le calcul pur. Elle imagina qu'un jour, ces machines pourraient composer de la musique, générer des images ou traiter des idées abstraites. Une vision qui résonne étrangement avec notre époque, où les ordinateurs et les intelligences artificielles réalisent exactement ce qu'elle avait prophétisé près de 2 siècles plus tôt. Le contraste est saisissant. Dans un siècle dominé par la vapeur, le charbon et l'acier, Ada Lovelace pressentait déjà un avenir où les machines d'information changeraient notre rapport au savoir, à l'art et à la créativité. Ces notes n'étaient pas seulement des commentaires scientifiques, elles étaient un manifeste visionnaire, une déclaration qui affirmait « La machine analytique n'est pas limitée au nombre, elle est universelle ». À travers ce travail, Ada Lovelace n'était plus seulement la brillante disciple d'un inventeur. Elle devenait la première véritable programmeuse de l'histoire, celle qui avait compris que derrière les engrenages d'une machine mécanique se cachait un langage nouveau, capable de traduire la pensée humaine en instructions exécutables. C'est ce moment précis, à travers une traduction qui dépassa sa mission initiale, qui fit entrer Ada dans l'histoire. L'instant où la science du 19e siècle bascula vers l'informatique moderne. Soliman Pacha et Joseph-Marie Jacquard. On imagine souvent l'histoire de l'informatique comme une suite de découvertes isolées, mais parfois, des destins improbables se croisent et se répondent à travers le temps. Ainsi, bien avant qu'Ada Lovelace ne rédige le premier algorithme, un jeune Lyonnais nommé Joseph Sève, futur Soliman Pacha, avait aidé Joseph-Marie Jacquard à mettre au point son métier à carte perforée, ancêtre direct de la programmation. Des années plus tard, devenu général en Égypte, il raconte cette anecdote à Ada dans un salon londonien. Un récit où s'entrelacent soierie lyonnaise, cartes perforées et vision informatique. La rencontre de Lyon, Joseph Sève et Joseph-Marie Jacquard. Lyon, 15 octobre 1799. La nuit est déjà tombée sur les pentes de la Croix-Rousse. Dans la lumière tremblante des lanternes,
une charrette branlante tirée par un âne gravit laborieusement la montée, emportant des brassées de choux fraîchement coupés. Un paysan marche derrière, le dos voûté par la fatigue, tandis que les sabots ferrés de l'animal résonnent sur les pavés. Pour Joseph Sève et sa sœur Jeanne, la scène a quelque chose de familier, presque rassurant. Lorsqu'ils franchissent enfin le seuil de la maison putinière, au 8 de la rue de Basseville, le soulagement est immense. Jeanne sourit malgré la fatigue, heureuse de retrouver le foyer et de céder au sommeil. La famille s'apaise, enveloppée dans une soirée pleine de souvenirs. Le lendemain, dès l'aube, Joseph est dehors. Le Rhône miroite d'un éclat pâle et il court le long des quais pour se dégourdir les jambes. Devant lui, le pont de la Guillotière, toujours en chantier, ne montre guère de progrès. À pas vif, il traverse jusqu'à Ainay, remonte la rive de la Saône, puis gagne la rue Sainte-Catherine. Son but ? Rejoindre le quai de Retz, là où son père tient commerce. C'est là qu'un détail attire son attention. Une échoppe où s'entremêlent les signes d'une librairie, d'un atelier de reliure et d'une imprimerie. Poussé par sa curiosité insatiable, il franchit la porte. Les rayonnages ploient sous le poids des ouvrages. Le silence est épais. Personne ne semble tenir la boutique. Avançant prudemment, Joseph s'enfonce au fond de l'atelier et se fige. Là, penché sur un étrange dispositif de bois et de métal, un homme s'affaire. Ses mains calleuses déplacent des leviers, ajustent des fils, fixent des planches. Son visage est maigre, mais ses yeux brûlent d'une intensité rare. « Excusez-moi », commence Joseph. L'homme relève la tête, surpris, puis esquisse un sourire. « Entrez, entrez, jeune homme. Vous tombez bien. Je suis Joseph-Marie Jacquard, et voici ma folie, une mécanique pour tisser. » Le cœur de Joseph bat plus fort. Il s'approche, fasciné par l'étrange assemblage. Jacquard parle vite, animé d'un feu intérieur. Il raconte la mort de son fils au front, ses deuils, son refuge dans l'invention. Il évoque les métiers de Vaucanson, les trames de Basile Bouchon, et son désir de donner aux soyeux un outil qui allierait rapidité et complexité. Puis, baissant la voix, Jacquard confie « Savez-vous que votre père, Anthelme, m'a aidé ? Il m'a offert des planches en bois pour mes prototypes. Sans lui, je n'aurais pas pu avancer. » Joseph se redresse, ému et fier à la fois. « Je suis son fils, monsieur Jacquard. Et si vous le voulez, je puis vous aider moi aussi. J'ai quelques notions de mathématiques. Je pourrais établir des abaques, calculer des combinaisons, imaginer des programmations pour vos mécaniques. » Jacquard le fixe, surpris. Ce jeune homme a l'assurance d'un adulte et la flamme d'un inventeur. « Bon Dieu, voilà qui tombe à point. » À cet instant, un rire éclate derrière eux. C'est Anthelme Sève lui-même, entré sans bruit dans la boutique. « Alors c'est là que tu te caches, mon fils, » dit-il en riant. Les trois hommes se regardent, puis éclatent d'un même rire. Le trio aîné, Jacquard, l'inventeur obstiné, Anthelme, le voisin généreux, Joseph, le fils avide de science et de liberté. Ensemble, ils échangent leurs idées, dans une fin de siècle où Lyon, meurtri par les boulets rouges de 1793, renaît lentement de ses cendres. Le soir même, Joseph et Jacquard se retrouvent chez Gerbert, un café à la mode sur le quai. Napoléon, dont Joseph se dit vaguement protégé, lui a glissé quelques pièces, assez pour payer les consommations. Entre deux tasses fumantes, il parle de mécanique, de combinatoire, de cartes percées. Déjà se dessine, dans les éclats de voix et les volutes de tabac, l'ombre d'une révolution technique qui changera le monde. Londres, 1843, le récit à Ada Lovelace. Presque un demi-siècle a passé depuis les ruelles bruissantes de Lyon. Ce soir-là, dans le quartier élégant de Mayfair, les murs lambrissés d'un salon anglais abritent une rencontre improbable. Les chandelles, disposées dans de lourds candélabres, diffusent une lumière dorée qui se reflète sur les verres de cristal. Dehors, la pluie londonienne tambourine contre les vitres, mais à l'intérieur règne une chaleur feutrée, mêlant senteur de cire d'abeille, de bois ciré et de tabac blond. Assise droite, le visage éclairé par la flamme vacillante, Ada Lovelace, surnommée la magicienne des nombres,
écoute avec une intensité rare. En face d'elle, la silhouette massive d'un homme à la barbe noire, vêtu à l'orientale, Soliman Pacha, autrefois Joseph Sève, fils de drapier lyonnais devenu généralissime des armées égyptiennes. Son regard sombre mais pétillant s'anime lorsqu'il évoque un souvenir enfoui. « Madame, vous me parlez de cartes perforées, de machines qui obéissent à des symboles. Sachez que j'ai connu cela bien avant vous. » Ada fronce les sourcils, intrigué. « Comment cela, général ?» Il se penche légèrement, comme pour livrer une confidence. En 1799, j'étais encore un gamin. À Lyon, j'ai aidé Joseph-Marie Jacquard. Oui, Jacquard en personne, l'homme du métier à tisser. Je l'ai vu bricoler, ajuster ses leviers, tendre ses fils. Il disait qu'il voulait tisser des motifs qu'aucun ouvrier ne pourrait exécuter seul. Il manquait de bras, alors je l'ai aidé à tendre les trames, à combiner ses abaques, et j'ai vu de mes propres yeux ses cartes percées commander la danse des navettes. Ada écarquille les yeux, son souffle suspendu. Jacquard. Mais c'est lui qui a inspiré Charles Babbage. Ces cartes ont servi de modèle à la machine analytique. Général, vous avez tenu entre vos mains l'ancêtre de nos programmes. Un sourire mélancolique effleure les lèvres de Soliman. Et moi qui croyais n'être qu'un garçon curieux, j'ignorais que je touchais alors aux racines d'une révolution. Plus tard, j'ai commandé des hommes, j'ai façonné des bataillons. Mais avant cela, j'ai commandé des fils, avec Jacquard. Ada incline légèrement la tête. Ses yeux brillent d'émotion. Alors nos destins s'entrelacent. Vous, par la discipline des hommes, Jacquard, par la discipline des fils de soi, et moi, par la discipline des nombres. 3 langages différents, une même logique, celle d'imposer l'ordre à la complexité. Un silence dense retombe, ponctué seulement par le crépitement d'une bûche dans la cheminée. Ada et Soliman, si différents par leurs origines, sentent l'évidence d'un fil invisible qui relie leur vie. Jacquard, Babbage, Ada, Soliman, autant de jalons d'une même histoire. De Lyon à Londres, de la soierie à l'informatique, de l'armée égyptienne aux algorithmes, le même fil, tissé d'ingéniosité, de rigueur et de vision, parcourt le temps et prépare l'avenir. Soliman se tait un instant, comme si la mémoire le transportait loin de Londres. Puis, dans le silence du salon, il reprend, d'une voix douce mais vibrante. « Vous savez, madame, Jacquard n'a pas été le seul à éclairer ma jeunesse. J'ai eu un autre maître, un génie dont la présence marqua à jamais mon esprit. J'ai été l'élève d'André-Marie Ampère. » Ada tressaille. « Ampère, l'homme de l'électrodynamique, vous l'avez côtoyé en chair et en os ?» Un sourire passe sur les lèvres de Soliman. « Oui. » À Poleymieux, dans son refuge perché sur les collines qui dominent Lyon. Sa maison ressemblait à la fois à un foyer et à un laboratoire. Dès qu'on entrait, on était accueilli par l'odeur du bois ciré mêlé à sel, plus âcre, du soufre et des métaux chauffés. Sur les tables s'amoncelaient des fils de cuivre, des aimants, des batteries rudimentaires, des cahiers noircis d'équations. Et lui, au milieu de ce désordre organisé, semblait animé d'une énergie inépuisable. Ada penche la tête, captivée. « Racontez-moi. » Soliman ferme les yeux un instant, comme pour revoir la scène. Il parlait vite, très vite, d'une voix parfois entrecoupée, mais chaque mot jaillissait comme une étincelle. Ses démonstrations étaient moins des cours que des révélations. Il nous montrait qu'un courant, invisible à l'œil nu, pouvait faire bouger une aiguille aimantée. Pour lui, c'était une évidence. Derrière les phénomènes, il y avait des lois universelles. Il disait « Tout est lié, tout communique, il suffit de comprendre le langage de la nature. » Le général soupire, mais ses yeux brillent. J'étais encore Joseph Sève, un fils de drapier sans avenir clair. Mais à Poleymieux, en écoutant Ampère, je me suis senti pour la première fois relié à quelque chose de plus grand que moi. Ces forces invisibles qui traversèrent les fils de cuivre et faisaient trembler une aiguille me semblaient être les mêmes qui liaient les hommes, les armées, les nations. Ada murmure ému. « Vous décrivez ce que je ressens devant la machine analytique. Une force invisible, mais réelle, qui relie les symboles et les idées. » Soliman hoche la tête. « Exactement. » Plus tard, en Égypte,
Quand je regardais mes régiments se déployer dans le désert, je revoyais Ampère. Ces expériences me revenaient comme une métaphore. Une armée, comme un champ électrique, doit être orientée, disciplinée, sinon elle se disperse et meurt. Ada sourit, ses yeux brillants d'une admiration sincère. Voilà qui nous unit, général. Cherchez l'ordre derrière l'invisible. Vous dans les champs de bataille, Ampère dans ses fils de cuivre, Jacquard dans ses métiers à cartes, et moi dans mes algorithmes. C'est une seule et même quête. Soliman leva son verre vers elle, la voix empreinte de gravité. Alors buvons, madame, à Polémieux, à Lyon, à Londres, à ces lieux où l'humanité a appris à discipliner l'invisible pour transformer le monde. Soliman se redresse, comme si les flammes de la cheminée de Méfer devenaient les chandelles de Polémieux. Sa voix s'anime, plus vive. Permettez-moi de vous raconter une scène, madame. Je revois encore Ampère debout devant nous, ses yeux clairs brillants d'impatience. Sur une table, il avait posé une boussole, une simple aiguille aimantée, protégée par une cloche de verre. À côté, un fil de cuivre tendu, relié à une pile de Volta, l'une de ces inventions récentes qui fascinèrent l'Europe. Ada s'incline, suspendue à ces paroles. Il plaça le fil au-dessus de l'aiguille. Puis, d'un geste vif, il relia la pile. Et là, miracle, l'aiguille, qui pointait sagement vers le nord, se mit à dévier brusquement, comme attirée par une force invisible. Pour nous autres jeunes élèves, c'était de la sorcellerie. Mais Ampère éclata de rire, un rire franc, presque enfantin, et il s'écria « Voyez, l'électricité commande au magnétisme ». Soliman ferme un instant les yeux, le visage illuminé par le souvenir. Il nous expliqua alors, avec ses mots passionnés, que ce courant invisible possédait un langage. Il disait que chaque phénomène naturel était comme une phrase écrite dans une langue que nous ne faisions qu'apprendre à déchiffrer. Moi, Joseph Sève, fils de drapier, je me sentais soudain initié à un secret universel. J'avais l'impression que si un fil pouvait déplacer une aiguille, alors des idées pouvaient déplacer des hommes. Ada retient son souffle. Quelle image! C'est exactement ce que je ressens quand j'imagine un algorithme commander une machine. Soliman sourit, son regard se perdant dans les flammes. Oui, madame. Ampère m'a appris que l'invisible peut être discipliné. Il m'a montré qu'une idée abstraite, traduite en loi, pouvait se manifester par un mouvement tangible. Ce jour-là, je suis devenu convaincu que l'ordre du monde ne réside pas dans la force brute, mais dans l'intelligence qui sait révéler les lois cachées. Un silence lourd de sens tombe dans le salon. Les chandelles crépitent doucement. Ada et Soliman, chacun à leur manière, savent qu'ils poursuivent la même quête, transformer l'invisible en puissance créatrice. Le feu crépitait encore dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les boiseries du salon. Ada demeurait silencieuse, les mains croisées sur ses genoux, le regard perdu dans les flammes. Dans son esprit, les noms se tissaient en une chaîne ininterrompue. Jacquard, Ampère, Babbage et elle-même. Un fil invisible qui, d'un atelier lyonnais à une machine analytique rêvée, conduisait droit vers l'avenir de l'humanité. Soliman, lui, semblait déjà ailleurs, comme s'il entendait à nouveau les clameurs du Caire ou le roulement des tambours militaires. Mais dans ses yeux brillait encore l'éclat de ses souvenirs lyonnais, ses heures passées auprès des inventeurs et des savants, avant que le destin ne l'arrache à sa ville natale pour le conduire sous le soleil d'Orient. Il se leva lentement, son imposante silhouette drapée d'étoffes orientales contrastant avec la grâce élancée d'Ada. D'un geste solennel, il inclina la tête. « Madame, je vous remercie de m'avoir écouté. Je n'aurais jamais cru, en quittant Lyon, que mes souvenirs trouveraient un écho auprès d'une femme qui écrit l'avenir des machines. » Ada se leva à son tour et, dans un élan presque inattendu, posa une main légère sur son bras. « Général, vos récits m'inspirent. Ce que vous avez vu et vécu à Lyon nourrit ma propre vision. Vous avez commandé des hommes, Jacquard a commandé des fils, Ampère a commandé des forces invisibles. Moi, je commanderai des symboles. Mais c'est le même combat, organiser le chaos du monde. » Leurs regards se croisèrent une dernière fois, graves et lumineux.
Puis, dans le bruissement des conversations mondaines qui reprenaient autour d'eux, Soliman s'inclina, avant de se retirer dans l'ombre du salon. Ada resta quelques instants immobile, comme suspendue entre passé et avenir. Elle savait désormais que les fils de soie de Jacquard, les chants d'Ampère et les bataillons de Soliman n'étaient que les premières variations d'une symphonie qui s'écrivait en elle, la symphonie de la programmation. La rencontre s'achevait, mais une certitude demeurait. L'histoire des machines ne s'était pas écrite seule. Elle avait été préparée par des hommes et des femmes dispersés dans le temps, dont les intuitions mises bout à bout ouvraient la voie à l'informatique moderne. Partie 2. La naissance du premier algorithme. L'algorithme des nombres de Bernoulli. Lorsque Ada Lovelace entreprend de commenter l'article de Luigi Menabrea sur la machine analytique, elle ne se contente pas d'expliquer le fonctionnement de la machine de Babbage. Elle va plus loin. Elle rédige un véritable programme. C'est ainsi qu'en 1843 naît ce que l'on considère aujourd'hui comme le premier algorithme de l'histoire. Son objectif, calculer les nombres de Bernoulli, une suite mathématique complexe mais centrale dans le monde des équations différentielles et des séries infinies. Ada conçoit un enchaînement d'instructions destinées à être exécutées par la machine analytique. Elle y décrit pas à pas la manière dont la machine manipulerait les données, répéterait certaines opérations et stockerait les résultats intermédiaires. Ce qui frappe, c'est la modernité de sa démarche. Elle utilise déjà des concepts que nous retrouvons aujourd'hui dans n'importe quel langage de programmation. Boucle, conditions, séquences d'opérations. Autrement dit, Ada Lovelace pense en termes d'abstraction algorithmique, bien avant que les ordinateurs n'existent réellement. Le support prévu pour exécuter cet algorithme était tout aussi visionnaire. Des cartes perforées, inspirées des métiers à tisser de Jacquard. Chaque carte représentait une instruction, et leur enchaînement formait le programme. Là encore, Ada perçoit ce que peu d'hommes de son temps avaient compris. La machine analytique pouvait être programmée comme un langage. Ce premier algorithme n'a jamais été exécuté, car la machine de Babbage resta inachevée, mais il posait les bases de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Chaque logiciel, chaque application, chaque intelligence artificielle suit encore ce modèle. Une suite d'instructions logiques, écrites par un humain pour être exécutée par une machine. En rédigeant ce programme, Ada Lovelace venait d'accomplir l'impensable, écrire le premier code informatique de l'histoire, sans ordinateur pour le tester. Au-delà du calcul, la vision d'Ada. Si Ada Lovelace avait seulement écrit un algorithme pour calculer les nombres de Bernoulli, elle aurait déjà marqué l'histoire. Mais son apport dépasse de loin cet exploit technique. Ce qui fait d'elle une véritable visionnaire, c'est sa capacité à voir bien au-delà du simple calcul numérique. Dans ses fameuses notes, elle écrit une phrase restée légendaire. La machine analytique pourrait agir sur d'autres choses que les nombres, elle pourrait composer des pièces de musique de quelque complexité que ce soit. Cette intuition, posée en 1843, résonne comme une prophétie. Dans un monde où la plupart des savants considéraient la machine comme une supercalculatrice mécanique, Ada pressentait déjà que ces dispositifs pouvaient manipuler tout type de symboles, lettres, sons, images, idées. Autrement dit, elle avait anticipé l'informatique moderne dans sa globalité. Traitement de texte, composition musicale, intelligence artificielle, création artistique numérique. Cette vision la distinguait radicalement de ses contemporains. Babbage lui-même, malgré son génie, voyait dans sa machine analytique une machine à calculer perfectionnée. Ada, au contraire, percevait dans les engrenages et les cartes perforées le potentiel d'un langage universel capable d'étendre l'imagination humaine. Son approche était profondément interdisciplinaire. Elle liait les mathématiques à l'art, le raisonnement logique à la créativité, le calcul à la symbolique. En ce sens, Ada n'était pas seulement la première programmeuse, mais aussi la première à imaginer l'ordinateur comme un outil de création et non seulement comme un instrument scientifique. Aujourd'hui, à l'heure où nos ordinateurs composent des symphonies, génèrent des images ou produisent du langage à travers l'intelligence artificielle, on mesure combien sa clairvoyance était hors du commun. Elle avait compris, bien avant l'heure, que la machine pouvait devenir un partenaire de l'esprit humain, un prolongement de l'imagination. Ada Lovelace n'était donc pas seulement une mathématicienne brillante, elle était une poète des algorithmes, capable de pressentir que les lignes de code pouvaient un jour produire de la beauté, des émotions et des idées.
la reconnaissance tardive d'un génie. Malgré la force visionnaire de ses écrits, Ada Lovelace ne connut pas de son vivant la reconnaissance qu'elle méritait. Lorsqu'elle meurt en 1852, à seulement 36 ans, son nom disparaît presque aussitôt dans l'ombre de Charles Babbage, dont la machine analytique elle-même ne fut jamais construite. À une époque où la science était dominée par les hommes et où l'histoire des idées s'écrivait souvent sans mentionner les femmes, son apport fut relégué au rang d'anecdote. Pendant plus d'un siècle, ces notes restèrent ignorées. On parlait de Babbage comme du père de l'ordinateur. Mais on oubliait que la première personne à avoir compris la puissance créative de ces machines était une femme. Ce n'est qu'au XXe siècle, alors que l'informatique prenait enfin son essor, que des chercheurs redécouvrirent ses écrits et réalisèrent leur importance. Dans les années 1970, l'armée américaine rendit hommage à cette pionnière en donnant son nom à un nouveau langage de programmation, ADA. Utilisé notamment dans l'aéronautique, la défense et les systèmes critiques, ce langage incarne la rigueur et la fiabilité, qualités qui caractérisaient déjà la pensée d'Ada Lovelace. Une manière symbolique de reconnaître, plus d'un siècle après sa mort, que son travail avait ouvert la voie. Depuis, Ada est devenue une figure emblématique. Des bibliothèques, des prix scientifiques, des journées internationales portent son nom. Elle est aujourd'hui célébrée non seulement comme la première programmeuse, mais aussi comme une source d'inspiration pour toutes les femmes dans les sciences, les technologies et les mathématiques. Ironie de l'histoire. Ce qui avait été jugé trop spéculatif ou trop poétique en 1843, sa vision des machines capables de créer de la musique ou d'exprimer des idées, est précisément ce qui fait la richesse de notre monde numérique actuel. En un sens, Ada n'avait pas seulement écrit le premier programme, elle avait aussi écrit l'avenir. Partie 3. L'héritage durable d'Ada Lovelace. Le premier code n'est pas celui que l'on croit. Quand on évoque le mot code, l'imaginaire collectif se projette immédiatement sur un écran rempli de lignes vertes, défilant comme dans un film de science-fiction. Beaucoup pensent que le premier code a nécessairement été écrit sur un ordinateur moderne, quelque part dans les années 1940 ou 1950, au moment où naissaient les premiers calculateurs électroniques. Mais c'est une erreur. L'histoire nous rappelle que l'essence même du code, une suite d'instructions logiques destinées à être exécutée par une machine, n'a pas besoin d'ordinateur pour exister. Ada Lovelace en a donné la preuve éclatante en 1843, lorsqu'elle a imaginé un algorithme pour une machine encore théorique. Ce qu'elle a démontré, c'est que la programmation est d'abord une discipline intellectuelle avant d'être une pratique technique. Ce n'est pas la machine qui crée le code, mais l'esprit humain qui conçoit une structure, une logique, un enchaînement. En ce sens, Ada a montré que l'informatique n'est pas seulement une affaire de fils, de circuits ou de composants, mais une science de l'organisation des idées. On pourrait dire qu'elle a décollé le code de son support matériel. Le langage de la programmation existe indépendamment de la machine qui l'exécute. Cela signifie qu'en théorie, le code peut être écrit sur une feuille de papier, gravé sur une pierre, ou même chanté à voix haute, tant qu'il conserve sa logique interne. Cette perspective change tout. Elle repositionne Ada Lovelace comme l'architecte d'un langage universel qui dépasse largement le contexte des machines mécaniques de Babbage. Le premier code de l'histoire n'était pas une ligne de commande tapée sur un clavier, mais une série de symboles manuscrits, soigneusement pensés par une femme qui rêvait l'avenir. Une inspiration pour les femmes en sciences. Au-delà de sa contribution technique, l'héritage d'Ada Lovelace porte un message plus large, profondément humain. Celui de la place des femmes dans les sciences et les technologies. Au XIXe siècle, le monde académique et scientifique était dominé par les hommes. Les femmes étaient tenues éloignées des mathématiques, considérées comme des esprits trop faibles pour affronter l'abstraction et la rigueur logique. Dans ce contexte, le parcours d'Ada est une véritable anomalie historique. Élevée par une mère qui voulait détourner sa fille de la poésie de son père en la poussant vers les sciences, Ada a non seulement excellé, mais elle a anticipé des révolutions que ses pères masculins n'osaient même pas imaginer. Cette singularité en fait aujourd'hui une figure inspirante pour toutes les femmes engagées dans les domaines STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Son histoire démontre que la créativité scientifique ne dépend pas du genre, mais de la passion, de la curiosité et du courage d'aller à contre-courant. Au XXe siècle,
Alors que l'informatique devenait une discipline à part entière, Ada fut redécouverte comme une pionnière oubliée. Son nom est désormais brandi comme un symbole, celui de la légitimité des femmes dans l'histoire des sciences. De nombreuses initiatives éducatives et culturelles, comme l'Ada Lovelace Day, célébrée chaque année en octobre, visent à rappeler son exemple et à encourager les jeunes filles à s'engager dans des carrières scientifiques et technologiques. Son héritage résonne aussi dans l'idée que les femmes ont toujours été présentes dans l'histoire de la technologie, même si leurs contributions ont souvent été minimisées, effacées ou attribuées à d'autres. Ada incarne la preuve éclatante que le génie féminin n'est pas une exception, mais une constante que l'histoire doit réhabiliter. Aujourd'hui encore, alors que nous entrons dans une ère où l'intelligence artificielle, la robotique et les biotechnologies façonnent l'avenir, le nom d'Ada Lovelace agit comme une boussole. Il rappelle que la diversité des esprits est une force, et que les plus grandes révolutions naissent souvent de ceux et celles qui osent rêver en dehors des conventions. L'actualité de la vision d'Ada. Si l'on relit aujourd'hui les notes d'Ada Lovelace, on est frappé par leur modernité. Ces intuitions, que beaucoup jugeaient trop spéculatives en 1843, résonnent presque comme une description de notre époque. Lorsqu'elle affirmait qu'une machine analytique pouvait un jour composer de la musique de quelque complexité que ce soit, elle anticipait l'existence des logiciels de composition assistés par ordinateur, des synthétiseurs numériques et même des IA capables de générer des symphonies originales. Ces mots annonçaient l'ère des algorithmes créatifs qui, aujourd'hui, écrivent des partitions, inventent des tableaux ou produisent des poèmes. Quand elle parlait de manipuler des symboles abstraits, elle ouvrait la voie aux ordinateurs modernes capables de traiter non seulement des nombres, mais aussi des textes, des images, des vidéos ou encore du langage naturel. Chaque requête que nous adressons à des intelligences artificielles comme ChatGPT ou Midjourney illustre la pertinence saisissante de sa vision. Plus largement, Ada avait compris que la machine ne devait pas être perçue comme un simple prolongement mécanique, mais comme un partenaire intellectuel. Elle entrevoyait déjà la relation symbiotique entre l'humain et la machine, où la créativité se nourrit de l'alliance entre l'intuition humaine et la puissance de calcul. À l'heure où nous débattons des promesses et des menaces de l'intelligence artificielle, où l'on discute de la frontière entre création humaine et production algorithmique, Ada Lovelace apparaît comme une figure prophétique. Elle avait compris, bien avant l'heure, que la programmation n'était pas seulement un outil scientifique, mais une nouvelle forme de langage, capable de traduire la pensée humaine dans des domaines aussi variés que l'art, la musique ou la philosophie. En définitive, sa vision n'appartient pas seulement au passé. Elle continue de vivre à travers chaque ligne de code écrite aujourd'hui, chaque algorithme qui génère une image, chaque intelligence artificielle qui compose une mélodie. Ada Lovelace nous rappelle que derrière les machines, il y a toujours une idée, une intuition, un rêve humain, et que ce rêve peut, parfois, changer le monde. Les visionnaires qui voient de plus loin que leur temps. L'histoire d'Ada Lovelace n'est pas seulement celle d'une femme brillante ayant rédigé le premier algorithme, c'est l'histoire de ce que j'appellerais les esprits atypiques et visionnaires, ceux qui, dans chaque époque, ont osé regarder au-delà du visible. Avant Ada, il y eut Joseph-Marie Jacquard, inventeur d'un métier à tisser commandé par des cartes perforées. Aux yeux de ses contemporains, ce n'était qu'un outil pour les soyeux de Lyon. Mais dans la logique de ces cartes se trouvait déjà la promesse d'un langage pour les machines. Puis vint Charles Babbage, dont la machine analytique était trop en avance pour être construite, mais qui posait la pierre angulaire de l'ordinateur moderne. Et surtout, il y eut Ada Lovelace, capable de lire dans ses engrenages ce que d'autres ne voyaient pas. La possibilité d'un univers symbolique, d'une machine universelle capable de créer autant que de calculer. Là où les autres pensaient chiffres, elle pensait musique, art, langage. Ces trajectoires se rejoignent aujourd'hui dans notre propre époque, où les intelligences artificielles composent des symphonies, génèrent des images et participent à nos réflexions. Ce que nous appelons désormais créativité algorithmique avait déjà été pressenti par Ada presque 2 siècles auparavant. Leur point commun ? Ce sont tous des marginaux du progrès, des rêveurs obstinés qui n'ont pas craint de paraître fous. Jacquard, qui bricolait ses métiers dans l'indifférence générale. Babbage, que ses pairs jugeaient fantasque et irréaliste. Ada,
moqué pour ses élucubrations poétiques. Tous ont connu l'incompréhension, parfois l'oubli, et pourtant, ce sont leurs intuitions qui ont forgé notre monde numérique. À travers eux, une vérité se dessine. Les grandes révolutions naissent toujours dans l'esprit de ceux qui osent voir autrement. Ce sont ces regards décalés, capables de lier l'art et la science, la poésie et la logique, le visible et l'invisible, qui ouvrent les brèches par lesquelles l'avenir se glisse. Alors que nous entrons dans une ère dominée par l'intelligence artificielle, souvenons-nous de cette leçon. Les machines ne sont que des instruments. Ce qui change le monde, ce ne sont pas les engrenages, ni les algorithmes en eux-mêmes, mais la vision humaine qui les précède. Ada Lovelace, en écrivant un code sans machine, a prouvé que l'essentiel réside dans l'imagination. Et c'est peut-être là le véritable héritage de ces pionniers, nous rappeler que, dans chaque époque, ce sont les rêveurs atypiques, ceux qui osent aller au-delà du calcul, qui bâtissent les révolutions de demain.